De nous rejoindre ce soir pour parler de la Fed des cryptos et de l'effet justement de ces annonces sur les crypto-monnaies. On a la chance d'être entouré de deux experts, Alexandre Baradez et Benjamin Mauger. Alors, avant que je rentre un petit peu dans les détails des rappels pour la présentation, je vous laisse chacun une minute pour vous présenter. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux démarrer, s'il te plaît? Oui, bonsoir à tous, bonsoir Maëva et bonsoir Benjamin, ravi de retrouver pour ce nouveau direct. Alors, en quelques secondes, donc, je suis Alexandre Baradez, responsable de l'analyse de marché pour le courtier IG. Ça fait 12 ans maintenant que je travaille pour IG France. Je fais ce qu'on appelle une approche macro-marché, c'est-à-dire qu'on regarde tous les éléments macro, les chiffres économiques, les réunions de banque centrale, les événements politiques, et puis on regarde quel effet ça a sur les marchés. On demande donc des analyses de marché pour déterminer les niveaux, des supports, des résistances, des projections, des objectifs. Voilà, et donc sur différents marchés, hein, les marchés actions, marchés des échanges, marché des matières premières et les cryptos également, où on va se focaliser, ou sur lequel, pardon, on va se focaliser dès ce soir. Merci Alexandre. Je te laisse une minute, Benjamin. Bonsoir à tous, ravi de vous trouver pour cet 11e épisode, l'un, je pense, de mes préférés. On a vu un petit peu les slides, ça va être super. Moi, ce que je fais, c'est du market making sur Bitcoin. Donc, j'achète, je vends du Bitcoin toute la journée. Je pense que c'est la crypto qui a le plus d'avenir, la crypto qui est la seule qui peut compenser toute l'énergie qu'il va y avoir besoin par rapport à l'IA. Et c'est pour ça que je me suis lancé à fond dedans. Donc, je fais aussi des formations avec des partenaires comme IG et très très heureux de vous accompagner pour cet 11e épisode. Parfait. Alors, avant que nous passions à l'avertissement, je voudrais juste confirmer, s'il vous plaît, dans la fenêtre questions, que le son fonctionne bien, que la présentation est bien visible. Écoutez, apparemment, oui, déjà des messages de fans, Alexandre, je tiens Ah. à te le signaler. Voilà. Eh bien, écoutez, alors petit message d'avertissement. Sachez que cette présentation, elle est faite à titre indicatif. Alexandre comme Benjamin ont chacun leur vue du marché. C'est absolument pas un conseil ou une recommandation, c'est simplement leur vision des choses et leur analyse. Également, rappel sur IG, on existe depuis plus de 50 ans à l'international, déjà 17 ans en France, leader mondial du trading, plus de 380 000 clients et on vous réserve déjà quelques surprises. Donc, si vous êtes déjà client, eh bien, ça arrivera dans quelques semaines. Et si vous n'êtes pas encore client, eh ben, je vous invite à remplir votre demande d'ouverture de compte et vous allez voir qu'il y a quelques surprises qui se sont glissées avec des nouveaux produits. Donc voilà, on est tous très excités de pouvoir vous faire découvrir ça. Apparemment, tout fonctionne, donc on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Je te laisse commencer, Alexandre. Ah Merci oui, et Maëva et rappel, bonsoir à tous. Oui. excuse-moi, j'ai oublié, surtout s'il y a des questions, on fait ces sessions en live pour que vous puissiez poser vos questions aux experts. Donc, vous écrivez la question dans la fenêtre avec le petit carré, la bulle, vous posez votre question et puis on y répondra au fur et à mesure. Profitez-en. Merci Maëva. Et voilà, on rentre dans le vif du sujet avec cette slide. Alors, c'est une slide qui date de 2023, donc c'est pas si ancien que ça. C'est la meilleure représentation que j'ai trouvée pour matérialiser les marchés financiers à l'échelle mondiale. Si on devait voilà, faire sur un seul visuel que représentent, quelle taille ont les marchés financiers à l'échelle mondiale, et bien, ce serait cette représentation. Et ce qui nous intéresse nous, ce soir, c'est les cryptos. Et donc, de montrer que dans cet énorme gâteau des marchés financiers mondiaux, et bien que les cryptos, alors le chiffre a un petit peu changé depuis, on se rapproche désormais des 4 ici, vous voyez, digital assets, c'est plus 1,8, c'est quasiment 4 maintenant trillions, donc quasiment 4 000 milliards. Mais c'est pour vous, surtout pour représenter que même si ce marché a connu une croissance, vous voyez, en 2023, il était moitié moins gros que ce qu'il est aujourd'hui, il reste encore petit par rapport au marché mondial, dont la plus grosse partie, c'est les taux, tout ce qui est obligations d'entreprise, obligations souveraines. Vous avez ensuite le marché du crédit, crédit à yield, etc., investment grade. Vous avez ensuite la partie action qui est représentée ici. Vous avez tout ce qui est le forex, vous voyez, cette partie-là. Et puis, vous voyez, commodities ici et tout ce qui est investissement alternatif. Donc, vous voyez que les cryptos, c'est ce tout petit morceau ici. Alors, ça, c'est pour dire quoi? C'est pas pour dire c'est petit, il ne faut pas s'y intéresser. C'est plutôt tout l'inverse. C'est pour dire la place occupée par les cryptos à l'échelle mondiale est finalement encore assez petite. On verra dans quelques instants la taille du marché où je peux déjà vous le donner maintenant, c'est à peu près 4 000 milliards voilà,
3500, 4000 milliards de dollars, donc à peu près un peu plus de 3000 milliards d'euros. C'est l'équivalent d'un gros CAC 40, oui, ou d'un gros CAC 40 avec une petite partie d'un IBEX, vous voyez, en termes d'équivalent indice. Donc, vous voyez, c'est pas si énorme que ça. Or, quand on voit les avancées technologiques, la régulation qui avance à grands pas aux États-Unis, l'Europe beaucoup plus lente à sa manière, j'ai envie de dire, mais beaucoup de pays qui ont déjà basculé sur des questions de stablecoin, de réglementation beaucoup plus assouplies, on voit que le potentiel est absolument gigantesque. Et donc, c'est un message aussi pour ceux qui n'auraient pas déjà pris finalement les rallyes sur Ethereum, sur Bitcoin et autres, la taille du marché vous montre que le marché crypto dans 5-10 ans et qui plus est va très probablement grossir encore largement et donc il n'est jamais trop tard en fait, même si on pense à rater cette opportunité pour rentrer dans ce marché. Deuxième slide, je ne vais pas D'autant faire trop. plus qu'Alex, le reste du marché a aussi grossi. Et donc, en pourcentage, le marché crypto n'a pas tant progressé que ça, étant donné que les actions, on a des records tous les jours. Trump se demandait s'il fait exprès, on en avait parlé lors de notre podcast. Le marché a encore beaucoup de potentiel et si on compare à l'or, c'est encore pire. Parce qu'on compare Oui, souvent Bitcoin par rapport à l'or, mais l'or, il va très certainement toucher autour des 4000 dollars. Donc, ça donne encore plus d'horizon pour ce marché qui reste encore aujourd'hui risqué et où on pourrait revoir des capitaux s'allouer, puisque là, on arrive sur des valos tellement énormes sur les autres marchés que ça va être compliqué d'aller chercher de la performance encore. oui. Alors, ce qui est aussi possible, c'est une bonne transition que tu fais, Benjamin. Ce qui est aussi possible, c'est qu'on ait une forme de phagocytation, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là, on voit que le marché equities, par exemple, donc le marché action, il a cette taille-là. Il est tout à fait possible que dans quelques années, ce qu'on appelle la tokenisation des actifs, on sait qu'on peut aujourd'hui tokeniser, c'est-à-dire mettre sous forme d'actifs digital des actions, par exemple. Donc, ça nécessitera d'avoir le sous-jacent en couverture, un peu comme les stablecoins ont besoin d'avoir des bons du trésor américain en couverture comme collatéral. Et bien pour les actifs digitaux, ce sera pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on verra probablement cette poche grossir des actifs digitaux et la poche equities probablement ne plus grossir, mais pas parce qu'il y a moins d'actions, parce que les actifs digitaux en fait auront intégré finalement une partie des volumes qui sera traité sur les equities ou sur d'autres types de marchés. Donc il y a ça aussi, ce côté un peu dans le bon sens du terme en fait, phagocytation de certains marchés déjà existants. Le marché crypto, alors quelque chose qu'on a parfois tendance à pas oublier, c'est qu'on sait que sur les marchés actions, par exemple, on a des marchés qui sont très concentrés côté États-Unis. On sait que par exemple dans le Nasdaq 100 aux États-Unis, vous avez 10 valeurs qui font plus de 60%, presque 70% de la market cap du Nasdaq. Donc on dit c'est un marché très concentré. Mais sur les cryptos, c'est encore plus concentré. C'est-à-dire si vous prenez les 10 plus grosses cryptos aujourd'hui, donc Bitcoin, Ether, quelques stablecoins aussi, BNB ou autres, les 10 plus grosses cryptos représentent plus de 80% de la market cap totale du marché. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous êtes exposé aux 10 plus grosses cryptos, comme sous forme d'une forme d'ETF en fait, où il y aurait les 10 plus grosses cryptos, eh bien vous êtes déjà exposé à plus de 80% de la taille totale du marché des cryptos. Donc c'est finalement pas très compliqué de s'exposer au marché crypto. Et chez IG, avant même que des ETF apparaissent ou autres, on avait déjà ce produit qui existe toujours, d'ailleurs, qui est un très bon produit sectoriel. En fait, vous voyez, c'est un CFD qui réplique la performance des 10 plus grosses cryptos. Donc, ça intègre la performance du Bitcoin, d'Ethereum ou autre. Et donc, ceux qui veulent travailler de manière sectorielle, à la hausse ou à la baisse, le secteur des cryptos, chez IG, vous avez donc cet actif-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez travailler en position longue, mais comme c'est le cas chez IG pour tous les actifs quasiment, vous pouvez aussi travailler en position courte, c'est-à-dire en short. Si à un moment donné vous estimez qu'il y a un risque que ça corrige ou autre, vous n'allez pas subir la correction. Si vous estimez que ça peut baisser, vous pouvez shorter tout simplement. Vous faites vente ici, vous ouvrez directement une position de vente, c'est un short, et vous vous rachetez un peu plus bas pour faire la performance. Donc ça, c'est toujours un rappel important d'être long et short. Chez IG, vous pouvez le choisir dans les deux sens, et ça, c'est une vraie souplesse qui est offerte. Ensuite, d'un point de vue de l'analyse, vous voyez qu'on a donc eu la taille des cryptos, le marché qui a battu un nouveau record sur les plus grosses cryptos en moyenne, et que depuis quelques jours, c'est un graphique en weekly que je vous ai mis à l'écran, ça se replie un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon sentiment, c'est qu'on va avoir de la volatilité, et ça fait déjà quelques mois que je le dis, mais je l'attends toujours parce qu'elle n'est pas encore là, mais je pense que vu les niveaux de valorisation des marchés américains et leur très faible volatilité, à un moment donné, ça va dégazer un peu sur les marchés américains, voire un peu, peut-être de manière un peu musclée. Et ce qui va être intéressant à surveiller, mais il me semble que la réponse, on l'aura un petit peu dans l'analyse, c'est que dans la pyramide d'actifs, vous savez que les actifs les plus sûrs en bas de l'échelle, c'est les obligations AAA, les obligations d'État, etc. Puis plus vous montez dans la pyramide des risques en termes de produits, tout en haut de la pyramide, effectivement, on considère que les cryptos, même s'il y a eu depuis des lettres de noblesse et que c'est démocratisé et que c'était de plus en plus régulé, le haut de la pyramide est quand même constitué
au-dessus des actions, en tout cas, on va dire, par les cryptos. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'investisseur et même des gérants d'actifs ou autres, quand ils intègrent des cryptos dans leur stratégie d'investissement, ça a toujours une vision un peu plus risquée que les actions. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, s'il y a du risque qui se présente sur les marchés mondiaux, eh bien, on va désensibiliser d'abord la partie la plus à risque, les cryptos. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se produire un peu depuis quelques jours? Vous l'avez vu depuis le début de la semaine, la volatilité revient un petit peu. Est-ce que c'est pas un signe avant-coureur que les cryptos d'abord et ensuite les actions, notamment technologiques, actions américaines ou autres, suivront le mouvement. Donc ça, c'est un peu mon sentiment. Et en plus, d'un point de vue chartiste, technique, on est sur une zone qui est tout à fait compatible avec ce genre de scénario. Un peu de retracement, vous voyez, sous les anciens sommets ici, pour rester dans le canal. Ça, je pense que ce canal, il va rester en place, mais peut-être des retracements, vous voyez, un peu plus au milieu du canal. Et donc, au niveau du Bitcoin, ça donnerait quoi comme niveau technique? Il y a plusieurs patterns sur le Bitcoin, mais oui, j'ai mis en brillance quelques niveaux. La dernière vague de hausse, elle part de là. Vous voyez, c'est à peu près des 75 000 $ et c'est monté jusqu'à les 123, 124 000, vous voyez, 125 même quasiment. Donc, moi, je pense qu'on est rentré dans une phase un peu de retracement sur Bitcoin. Donc, on a déjà retracé à peu près 38%, c'est les fameux Fibonacci. Je pense que si effectivement la vol va grimpe sur les actifs américains, notamment les actions, je pense que le Bitcoin peut un peu suivre ce mouvement-là, avec des retours donc sur le Fibo 38.2, c'est-à-dire vers les 105, 106 000 $, et potentiellement ensuite, je pense qu'on a de quoi revenir ici, dans cette zone-là, en gros, de revenir sur la zone des 50%, c'est-à-dire effacer à peu près 50% du rallye que vous aviez ici, ça nous ferait atterrir dans la zone des 100 000 $ à peu près, et voilà, et à partir de là, dans toutes ces zones-là, ici, il y a des gros supports après qui apparaissent, ici, là, je vais être large, mais la zone 90, 95, après, me paraît être une zone plutôt intéressante si la correction arrive bien dans ce sens-là pour commencer à se réexposer un petit peu. Mais donc j'ai d'abord une vision un peu défensive des choses, mais qui n'est pas catastrophique, défensive, plutôt des retours vers les 100 000, voire un peu en dessous, et après à partir de là recommencer à construire une stratégie un peu aussi. Ouais. Et je pense Ouais. qu'en plus, ça va se compenser avec l'analyse que tu faisais il y a une semaine dans ton analyse macro qui était très sectorielle. Ce qu'on va vendre en premier, ça va être la tech. Et toutes les cryptos, une corrélation très très positive avec la tech. Et en revanche, on a vu cette année que l'un des secteurs qui a le plus performé, c'est le secteur bancaire. Et si Wall Street se met à vendre le secteur bancaire, Bitcoin est aujourd'hui la meilleure valeur refuge contre le système bancaire. On l'a vu à chaque fois qu'il y a un stress bancaire, Bitcoin explose. Et là, on a des niveaux de volatilité de bull run parce que on a augmenté un petit peu avec Trump, mais c'était très, très, très léger. Si on commence à avoir un stress sur les bancaires qui ont déjà bien performé, donc on peut prendre des profits, c'est pas gênant de vendre ces bancaires. Attention, Bitcoin peut vraiment récupérer et donc peut-être que si on a un retour vers les 90, 95, je suis absolument d'accord avec ce niveau parce que la tech baisse et globalement tout le marché va baisser, mais principalement la tech. Si après on s'attaque au secteur bancaire, là ça peut redonner un vrai souffle pour Bitcoin. Bonne parenthèse. Et effectivement, on voit alors des actifs, ça t'en parlera mieux, Benjamin, donc je vais pas être trop loin là-dedans. Tu parleras après des retards d'Ethereum, etc. par rapport à Bitcoin. D'un point de vue graphique pur, là, l'idée c'est de faire surtout pas mal d'analyse graphique aussi. On voit que vous voyez sur Ethereum, donc le rallye était quand même très spectaculaire, ça rend un peu ses gains, mais de manière très raisonnable. Et on voit très bien que les niveaux techniques, ça marche aussi sur le Bitcoin et l'Ethereum ou autre. C'est désormais sur des actifs financiers en fait. Hein. Ça s'est démocratisé, donc les algos sont dessus, les fonds spéculatifs sont dessus, tout le monde regarde les mêmes niveaux. Et donc les anciens niveaux de résistance deviennent aussi des zones qui sont un peu travaillées. Donc je dirais que moi, je pense que sur Ethereum, le retour qu'on a eu ici sur le sommet et la correction, ça, c'est pas parce qu'on corrige depuis quelques semaines que c'est inquiétant. Je dirais que c'est plutôt l'inverse. Je pense que ce qui va se passer sur Ethereum, c'est qu'on va, alors je ne sais pas combien de temps ça peut durer, peut-être quand même qu'on ira un peu plus bas entre temps, mais je pense qu'on va commencer à accumuler sous résistance. C'est-à-dire que plus on va passer de temps là-dessous, même en retournant un peu comme ça, en faisant des vagues ou autre, plus on va accumuler, plus l'énergie après qui sera libérée à la hausse va être importante. Et je pense que nous sommes en train de rentrer à cette phase-là. C'est-à-dire d'abord un retour sur le sommet qui est d'abord une première étape, mais qui n'est pas du tout un signal contraignant. Certes, le rallye était très très puissant, donc là il faut effectivement latéraliser, consolider tout ça, mais généralement dans l'histoire des indices, des grosses actions ou autres, quand on retrouve un plus haut précédent, on a vu ça avec le Nikkei, on a vu ça à l'époque post-bulle Internet avec le Nasdaq ou autre, quand on retrouve des sommets, généralement une phase de digestion qui s'opère, et après on passe au travers du sommet pour aller voir de nouveau plus haut. Et toi, Benjamin, tu m'attends de la volatilité effectivement qui était très basse sur les actifs crypto. Là, effectivement, c'est la preuve. Donc ça, c'est la volatilité annualisée 30 jours du Bitcoin. C'est vrai qu'on racle le fond. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché est très peu nerveux et donc on peut mettre entre parenthèses ou entre guillemets, est-ce qu'il n'est pas trop peu nerveux? C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a vraiment
aucune phase de stress apparente via ces indices de volatilité. Donc, c'est un peu comme sur les actions. À un moment donné, quand c'est un peu trop calme, que ça a beaucoup grimpé, généralement, c'est comme après la pluie, le beau temps, ou après le beau temps, la pluie. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il fait trop beau trop longtemps, il y a toujours un petit risque d'orage. Et c'est peut-être ce qui nous attend côté tech US et côté Bitcoin. Et dans cette argument-là, on sait aussi que les ETF ont joué un rôle sur les flux Bitcoin parce que les émetteurs d'ETF, comme ils le font sur les ETF Gold par exemple, quand vous émettez un ETF, vous devez avoir souvent en tout cas, tous ne le font pas, mais souvent c'est ce qui se passe pour les bons ETF, vous devez avoir de la couverture. C'est-à-dire quand vous dites aux gens achetez mon ETF sur le gold, il faut que votre produit réplique ce qui se passe sur le gold et donc vous devez avoir du collatéral. C'est-à-dire vous devez détenir des actifs, alors ça peut être sur des futurs ou carrément de l'or physique pour garantir votre ETF. Pour Bitcoin, c'est pareil. Les gros émetteurs d'ETF Bitcoin doivent acheter en parallèle des flux qui reçoivent de leurs clients, mais doivent acheter sur le marché spot des Bitcoins pour garantir la liquidité de leur ETF. Donc, on regarde les flux entrants et les flux sortants. On remarque que ces derniers jours, c'est plutôt des flux sortants qu'on a sur. Mais c'est pas encore marqué. Vous voyez, on peut très bien avoir 2-3 jours de flux sortants. Ça, c'est pas forcément indicatif d'une tendance. Ce qui commence à marquer, c'est quand vous avez 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vous voyez, quand ça commence dans cette phase-là, vous voyez, par exemple, ici, c'était en janvier-février, on est plusieurs journées d'affilée de flux sortants sur ETF. Et vous regardez, il n'y a pas de hasard. Le Bitcoin à ce moment-là était aussi à ce moment-là dans une phase de correction. Alors, il y a une Voilà. petite précision Oui, quand pardon. même au niveau des ETF. Aujourd'hui, on est dans un marché, je trouve, qui est pas forcément bon parce que les acteurs ne vont pas forcément acheter du Bitcoin. Ils en avaient déjà beaucoup en réserve, hein. Notamment, c'est ce qu'on voit sur Grayscale et les compagnies du style BlackRock. Elles ont toutes des parts dans des boîtes de mining. Donc, elles vont chercher ces Bitcoins de ces boîtes de mining pour les vendre et les balancer sur le marché de manière beaucoup moins agressive que si cet acteur dans lequel elles sont extrêmement investies le faisait sur les exchanges, par exemple. Donc aujourd'hui, cette rotation, elle n'est pas trop en faveur du marché. En revanche, comme c'est un marché qui est très peu liquide, si ça commence à s'exciter sur Bitcoin, ça va faire comme les options quand on avait eu Volkswagen qui avait tapé les 1000 euros. On peut avoir un besoin de Bitcoin extrêmement important à un moment donné. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Bitcoin est un marché qui fonctionne de manière très nerveuse car il n'est pas liquide. Là, on a une faible volatilité. Globalement, Bitcoin n'attire pas trop l'attention. On s'en sert pour balancer tout ce qui reste de Grayscale en GBTC. On s'en sert pour balancer tout ce qu'ont les mineurs, mais on ne va pas aller ramener en vrai un nouveau flux. Aujourd'hui, c'est trop faible. Mais le marché étant tellement petit, il suffit qu'on ait une demande de quelques dizaines de milliards, voire centaines de milliards, et là, ça monte très fort. Ouais. Et c'est vrai que pas un peu dans ton sens, quand tu disais effectivement le marché, il n'attire pas trop l'attention en ce moment. Effectivement, on voit bien qu'il y a des phases où on a des gros titres sur les cryptos quasiment tous les jours, etc., sur les Bitcoin compagnies et là on voit, alors ça a été le cas ces derniers mois, mais ces dernières semaines, c'est un peu calmé, effectivement, et c'est ce qu'on voit, toi, Benjamin, et tous les participants. Vous voyez, c'est le sentiment, il est entre neutre et un peu peur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la cupidité, c'est-à-dire qu'on n'est pas oui, tout en haut dans le vert. Ça, c'est le fameux indice Fear and Greed qu'on a aussi sur les actions ou autres. On voit que le marché n'est pas en train de se ruer avec une extrême avidité sur tout ce qui bouge en faisant grimper les cours de 10% tous les 2 jours. On est plutôt sur un schéma qui est assez neutre, voire on voit même à la limite entre neutre et peur. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si les actions US commencent à corriger un peu et que le sentiment sur Bitcoin, vous voyez, il est limite à être un peu début de peur, il suffit pas grand-chose. On claque une porte et puis hop, le truc repasse en schéma un peu de peur. Mais peur, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ça veut dire qu'on allège un peu, qu'on va retrouver les 100 000 et que les actions corrigent un peu en parallèle. Donc, je dirais que c'est plutôt bien placé comme sentiment. Si ça devait corriger un petit peu, le positionnement de la psychologie des investisseurs est plutôt pas mal. Oui, je Voilà. pense que tous les indicateurs vont dans ce sens. Et un qui est très parlant parce que c'est un indicateur de marché, c'est clairement le taux auquel on emprunte les bitcoins. Parce que comme je vous ai dit, c'est un petit marché. Si on veut mettre du levier, alors oui, les plateformes vont nous permettre de mettre du levier, mais ça va être limité. On ne peut pas envoyer des milliards en levier parce que simplement personne n'est capable de le couvrir. Donc on va être obligé d'aller sur le marché pour emprunter des BTC, emprunter des Ethers. Et souvenez-vous, pour ceux qui sont les plus fidèles, il y a quelques mois, je me targuais d'avoir 36% de rémunération annuelle sur BTC. C'était extraordinaire. Là, si on a du 0,5%, on est déjà content. La demande en prêt BTC, et c'est pareil sur Ether, hein, c'est extrêmement faible. Et pareil sur les US dollars,
enfin les stablecoins en dollars, il y a 6 mois, on payait entre 20 et 30%. On avait 25% très facilement. Aujourd'hui, on se bat pour avoir 8 ou 9. Donc la demande en crypto-monnaie, elle est vraiment beaucoup plus faible. Et ça peut être un indicateur que le marché peut se retourner. Et on voit que pour l'instant, de tout ce qu'on s'est dit, enfin, tout converge vers une petite baisse. Je ne vois pas par contre de bear market où on pourra avoir un moins 50, moins 70, ce qui arrivera, mais ça ne me semble pas pour tout de suite en tout cas. Et Benjamin, je vais juste terminer parce que effectivement le titre, et après je te laisserai la parole. Juste le titre du live, c'était la Fed. Quel effet de la Fed finalement sur les cryptos? Alors on voit que la Fed donc a repris ses baisses de taux la semaine dernière. On avait eu 3 baisses, dont une de 50 points de base au second semestre 2024. Là, on reprend avec 25 points de base. Et ce qui est marrant, c'est que ce qu'on voit sur les cryptos, on sait donc normalement les détentes de taux de la Fed, c'est censé du coup détendre aussi à moyen long terme les taux longs américains, les taux courts, tous les 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis même les 2 ans se détendent. Et généralement, quand les taux longs américains se détendent, c'est plutôt de nature à soutenir les actifs, on appelle ça les actifs à risque, donc les actions ou autres. Donc là, on peut se dire, ah bah attendez, si la Fed baisse les taux, c'est super, il faut que je bourre la barque avec des actifs crypto. Sauf que ce qu'on a remarqué, c'est là qu'il faut faire un peu attention, c'est que le Bitcoin a tout à fait bien supporté dans les derniers mois notamment, les phases où les taux américains étaient encore quasiment à 5% pour les taux longs, même parfois un peu au-dessus. Donc, il me semble que l'argument de dire la Fed reprend les baisses de taux, donc tout de suite, les actifs vont continuer à grimper, la tech, alors que la tech est déjà au plafond depuis des mois et que les cryptos sont plutôt pas trop mal portés, il me semble qu'il faut faire un peu attention à ça, que il me semble qu'à court terme, c'est plutôt l'aspect risk on, risk off qui va dominer, c'est-à-dire le sentiment de marché, est-ce qu'on a envie de prendre de risques ou pas, et que l'aspect détente des taux permettra dans le second temps, une fois qu'il y aura une correction, au marché de repartir, mais ce sera d'abord selon moi la psychologie du marché et l'appétit pour le risque qui va prédominer avant que les baisses de taux deviennent réellement un levier fort pour que le Bitcoin reparte. Et juste un élément, c'est que vous voyez que sur ce graphique, je te laisserai le commenter, Benjamin, on voit que l'Ethereum autre part, mais ce qui est intéressant de noter que les autres, les altcoins repartent aussi un petit peu. C'est la même chose que sur le marché action. Vous voyez sur le marché action, les actions de moins bonne qualité, ce qu'on appelle les mêmes stocks parfois, vous savez, ces actions qui sont pas forcément très rentables ou qui sont très populaires sur les réseaux comme GameStop ou AMC, mais qui n'ont pas forcément de fondamentaux très solides, eh bien, c'est dans ces phases-là où la Fed commence à baisser les taux qu'on remarque parfois des actions les plus shortées, les moins bonnes qualités, les moins rentables, repartir un peu à la hausse. Et on voit, vous voyez, que c'est un peu le même cas sur les altcoins ici. Vous voyez, c'est en gris clair. Ça repart un petit peu sous l'effet des baisses de taux, alors que pour le Bitcoin, vous voyez, on voit qu'il n'y a pas cet effet-là. Donc, généralement, les baisses de taux de la Fed, quand elles arrivent, ça peut soutenir des small caps, par exemple, des actifs de moins bonne qualité, ce genre de choses. Mais vous voyez que ça n'a pas forcément d'effet immédiat sur ce qui a la meilleure qualité, à savoir, là, par exemple, le Bitcoin. Oui, je suis Voilà, assez Benjamin. d'accord. La rotation, elle est plutôt dans ce sens-là. Aujourd'hui, la Fed, je pense que les investisseurs vont réagir sur des choses simples en fait au début. Tellement de choses à analyser, il ne faut pas croire que dans les salles de marché, on a déjà tout prévu. Alors oui, il y a des scénarios qui sont faits, il y a des machines qui nous aident de plus en plus, il y a l'IA et compagnie, mais les grands gérants restent des humains et il faut pouvoir encaisser tout ça. Donc aujourd'hui, principalement, ce qui va être fait, c'est dès que la Fed baisse les taux, on va d'abord acheter les actifs les plus simples à acheter parce qu'il y a juste plus de liquidité. Donc nous, bah, on va emprunter plus pour investir plus. Et ensuite, il va y avoir cette rotation qui va se faire petit à petit. On la voit déjà sur Bitcoin, donc ça n'a rien à voir avec la Fed, mais c'est juste une rotation pour aller chercher un petit peu plus de rendement parce que on voit que Bitcoin par rapport aux autres actifs, il est un petit peu en retard. Si on regarde par rapport au Nasdaq, il fait que 4 points de mieux, mais quel risque on paye en plus si vous regardez, j'ai mis exprès de mettre des bougies, parce que généralement ce genre de graphique, on préfère les mettre en ligne, pour vous regarder la taille des bougies. Bah, un investisseur classique, en général, plus un investisseur est gros, moins il va chercher de risques. Donc, il va avoir tendance à aller un petit peu moins sur les actifs à risque. Donc, il va investir beaucoup plus sur du Nasdaq ou du Gold, parce que quand on voit le premium de performance de Bitcoin, bah, il n'est pas là au vu de la volatilité des bougies. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter. Et ça va être de même sur les actifs crypto qui ont une volatilité décuplée, hein, que ce soit Ethereum et Solana, et le reste encore pire. Euh, On a et une question, Benjamin. ah oui, Donc, j'en profite. Alexandre, tu as cité tout à l'heure le Crypto 10.
justement, qui est un panier de crypto qui permet de spéculer sur un lot de crypto plutôt que sur des cryptos de façon individuelle. On me demandait où il était disponible sur la plateforme IG. Donc, sachez qu'il est disponible sur les CFD. Vous allez dans la catégorie crypto-monnaie et ensuite, vous allez le voir apparaître sous le titre Crypto 10 Index. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je peux vous faire un screenshot de l'endroit où vous êtes sur la plateforme, mais c'est vraiment assez simple. Vous cliquez à gauche dans la barre crypto-monnaie et c'est le 5e choix qui s'affiche sur votre liste. Voilà. Merci. Et peut-être un signal fort qu'on pourra voir, qu'on a déjà un petit peu avec la Banque centrale du Japon, qui est corrélée aussi avec une autre annonce sur le fait qu'ils baissent les taux, et qu'ils baissent les taxes au Japon sur les crypto-monnaies. Je crois que c'est autour des 60%, donc c'est infernal. On crie en France, mais le Japon, c'est encore pire. Ça va passer à 20% au début de l'année prochaine. Donc ça, gros signal. Et la Banque centrale japonaise a émis l'idée de commencer à rentrer du Bitcoin dans son bilan. Là où toutes les banques centrales rentrent du gold pleine balle. Franchement, ce qui fait monter le marché, outre la spéculation, c'est que tout le monde, toutes les banques centrales achètent du Bitcoin. Euh, tous les anciens pays du Commonwealth rapatrient leurs réserves de gold depuis l'Angleterre vers chez eux. Donc, il y a vraiment une ruée sur le gold. Et je pense qu'on va avoir la même chose sur Bitcoin parce que ça va être un actif qui est rare. Comme je vous ai dit, c'est pas liquide, contrairement au gold qui est beaucoup plus liquide, et qui peut rentrer comme une valeur refuge par rapport au système bancaire qui a encore une fois bien progressé. Et là où on va avoir besoin de couverture parce qu'on n'en a pas aujourd'hui pour couvrir le système bancaire. On a le gold un petit peu, mais le gold, il a tellement progressé et on le voit, tous les fonds qui aujourd'hui achètent plus d'actions vont acheter du gold aussi en même temps pour compenser. Si jamais mes actions s'effondrent, je vais avoir mon gold qui va soutenir. Et c'est pour ça que quand vous avez en général les actions qui baissent un tout petit peu, vous allez avoir le gold qui baisse un tout petit peu parce que juste on va sous-allouer notre couverture puisqu'on a vendu un petit peu nos actions, on a pris un petit peu nos prises de profit, on va le prendre de même sur le gold. En revanche, dès que vous avez des grosses baisses, là, le gold s'envole. Et de même, quand vous avez des hausses légères, le gold, il va suivre à peu près parce qu'on va couvrir ça. Et je pense que Bitcoin va devenir de plus en plus un actif de couverture. On a aussi une bonne corrélation et ça, je crois que j'avais mis une petite question, Maëva, sur la corrélation entre le hash rate et, Voilà, vous et allez avoir des Bitcoin. sondages qui vont s'afficher à l'écran. Donc, c'est anonyme, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vous laisse répondre. Vous avez juste à cliquer. La question est quelle est la corrélation moyenne entre Bitcoin et son hash rate? Donc, il y a 3 propositions qui vous sont faites par Benjamin, 0,8, 0,5 et 0,3. Ça nous permet comme ça d'aborder certains sujets un petit peu plus techniques. Donc, vous pouvez voter directement. N'hésitez pas, il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse, vous inquiétez pas. C'est anonyme, on ne vous tapera pas sur les doigts. Soyez rassurés, 20% de votants pour le moment. Continuez, continuez à voter. Alors, en attendant, on a des questions sur le chat, comme ça on va pouvoir les aborder. Alors, à quand davantage de crypto à trader chez IG? Écoutez, c'est toujours un plaisir pour nous d'en rajouter. Bien sûr, comme le rappelaient tout à l'heure Benjamin et Alexandre, il faut pouvoir se couvrir sur le marché. Donc, il y a quand même des nécessités de liquidité. Après, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer des valeurs qui vous intéresseraient et on peut tout à fait voir avec le desk ce qu'il est possible de faire ou pas. Je vais vous répondre d'ailleurs avec mon email, comme ça vous pouvez m'envoyer des suggestions et après on peut vous répondre au cas par cas. Écoute, on a 24% de votants, Benjamin, mais je pense que nous n'en aurons pas plus. Là, voilà, 30, c'est un peu timide ce soir. En tout cas, sur nos 30% de votants, maintenant, on a 63% qui nous ont dit 0,8. Roulement de tambour, je passe la slide. Yes, bon du coup c'est good. De toute façon, t'avais un petit peu spoil, c'était comme ça, on Ah avait oui, ceux qui suivaient vraiment. Donc, mais peut-être principalement c'était pour redéfinir un petit peu ce qu'était le hash rate. Le hash rate, c'est l'ensemble des ordinateurs qui sont connectés au réseau Bitcoin qui font du calcul. Et
on, on remarque, alors j'avais envie de faire cette slide principalement parce qu'elle a beaucoup changé, surtout sur 1 an et 3 ans, puisque la dernière fois que je l'avais travaillé, c'était beaucoup moins, c'était 0,3%. J'avais dû tomber dans un creux de marché et là, c'est beaucoup plus positif. Et si tu peux revenir juste sur la slide d'avant, on voit qu'il y a des investissements massifs qui continuent d'être faits. Si vous regardez la ligne bleue, en fait, c'est la puissance de calcul qui est allouée à Bitcoin. Et à chaque fois, ça demande des investissements en milliards, voire dizaines, centaines de milliards pour tout le package. Donc ça, on voit que quand bien même il y a des petits replis sur le prix qu'on voit moins, parce que le chart n'est pas hyper à jour, n'a pas la dernière baisse. Le hash rate a montré un ATH et très souvent, quand ça fait un ATH, ça finit par repartir sur Bitcoin. Alors, c'est un indicateur long terme. Vous voyez que des fois, ça ne marche pas du tout. Mais si on voit sur le long terme, la tangente, elle est quand même, la corrélation est très positive. Donc ça, c'est rassurant de voir que le marché continue de payer des machines pour sécuriser le réseau, d'autant plus que c'est pas ultra rentable. Aujourd'hui, c'est un investissement très long terme. Donc quand BlackRock achète des actions de toutes les compagnies de minage que vous pouvez retrouver qui sont listées aux États-Unis, elle croit fermement, et ça, elle le faisait même avant d'avoir son ETF Bitcoin. Ça fait très longtemps que BlackRock est exposé au mining de Bitcoin. On voit que du coup, il y a encore cette appétence pour Bitcoin, puisque si demain Bitcoin s'effondre, les machines, elles valent zéro. Mais vraiment, en gros, une machine qui vaut 10 000 dollars, aujourd'hui, si Bitcoin tombe à 60 000, la machine, elle vaut peut-être entre 500 et 750 dollars. C'est extrêmement volatile. Le trading de machines, c'est assez compliqué. Et on voit qu'ils continuent à investir. Et même sur les micro-composants, si on regarde les dernières lignes là, qui ont été rajoutées par BlackRock ces dernières semaines, on voit beaucoup de petites valeurs technologiques qui vont faire plein de micro-composants, notamment des micro-composants pour des machines de mining. Donc on voit que sur de la tech un peu niche, il y a un intérêt de ces grands fonds. Et je pense que du coup, ça amène encore des signaux long terme pour Bitcoin. Alors après, Bitcoin peut toujours s'effondrer, il peut retomber à 60 000, c'est pas gênant. Mais moi, je le vois comme une hausse. Je vous en parle depuis le début qu'on a commencé, d'aller chercher un Bitcoin à 2 millions me semble une target quand même raisonnable. Alors, peut-être s'il n'y a pas de réaction ou pas de questions, on peut avancer sur les slides suivantes. Oui, pas de question. Tu me dis, Benjamin, si tu veux le hash rate Oui. ou la rotation en cours, comme tu. Pardon. Ouais, sur la rotation en cours, pour montrer du coup que là, je suis parti sur un cycle un petit peu différent. Donc, on pourrait dire sur quelque chose d'un petit peu plus micro dans ce micro-marché, en prenant du coup les graphiques base 100 depuis avril. En gros, là où on avait eu un petit retour sur les crypto-monnaies, on en avait parlé. Justement, je vous ai dit c'était le bon moment pour rentrer. Donc, j'avais bien targeté Solana, Bitcoin. Ethereum, on avait fait des super trades aussi, mais pour être très honnête, j'étais plus mesuré, étant donné qu'il avait beaucoup baissé. On le voit que du coup, sur ce dernier micro-cycle, c'est plus Bitcoin qui est à la mode, c'est vraiment Ethereum. Et même si on regarde depuis septembre, c'est Solana qui drive ça. Et ça peut s'expliquer par deux choses. C'est qu'aujourd'hui, la trend, si du coup IG avait envie de lister, s'il faut lui donner des idées de tokens à lister, c'est vraiment les exchanges décentralisés qui proposent des produits futurs sur les crypto-monnaies. C'est ça qui fait exploser Ethereum, notamment avec Hyperliquid, qui du coup est le token qui a tout défoncé cette année en faisant des airdrops de fou et en rendant beaucoup de gens qui avaient simplement tradé dessus rapidement multimillionnaires. Donc, Tu peux il y a expliquer une ce que trend c'est, là-dessus. Benjamin, hyper liquide pour les gens qui ne connaîtraient pas? C'est quoi le principe du. Alors, le principe, c'est que c'est comme une sorte de IG, on va dire, un peu décentralisé, où, comme c'est décentralisé, on peut décider d'être soi-même le courtier, d'apporter de la liquidité sur les marchés, ou bien d'être un utilisateur normal, d'acheter et vendre. Et ça a été extrêmement populaire
puisqu'ils ont décidé de reverser la majorité des gains qu'ils avaient faits depuis la création à la sortie du token aux utilisateurs. Et du coup, ça représentait des milliards et des milliards. Et tous ceux qui avaient fait quelques trades sur Hyperliquid ont eu des airdrops de fou. En gros, si on avait fait un trade sur Hyperliquid, on touchait 10 000 $. Donc c'était vraiment fou. Et là, donc du coup, Hyperliquid, c'est un petit peu passé, même si le token continue de monter. Je trouve que c'est extrêmement risqué de l'acheter aujourd'hui. Hein. Il a été listé autour des 2 $. Aujourd'hui, il est à plus de 50. Sachant que quand il a été listé à 2 $, il a été donné gratuitement à la base. Hein. Donc, si vous aviez gardé votre airdrop, vous faisiez derrière plus que x20. Donc, c'est vraiment énorme, surtout ceux qui l'ont gardé. Et aujourd'hui, on le voit un petit peu, la rotation du coup qui est faite, c'est qui va créer le nouvel Hyperliquid. Et c'est pour ça que tu parlais de BNB qui a bien explosé, qui est du coup dans le CryptoDis de IG. Il y a une concurrence de fou entre BNB et Solana. Et ça, c'est depuis le début. Vous regardez, dès que BNB va dépasser Solana en termes de market cap, derrière, Solana va faire la guerre pour dépasser BNB et ainsi de suite. Il y a vraiment une guerre entre ces deux écosystèmes. Déjà parce que Solana vient d'FTX quand même. Hein. C'est FTX qui a financé Solana à la base. Et BNB, du coup, c'est Binance. Donc, il y a toujours eu une petite guéguerre là-dessus. Solana, aujourd'hui, n'a pas encore son vrai pair DEX à l'instar d'Hyperliquid. C'est en cours, je pense que ça va arriver. Et là, il y en a un qui est arrivé sur BNB et c'est ça qui a fait la grande envolée sur BNB, c'est Aster, qui est en train de faire du coup comme BNB et c'est le token qui devient à la mode en ce moment. Et donc peut-être s'il y avait un token à chercher à faire lister, alors après c'est énorme, c'est très risqué, c'est très niche, ce serait de trouver le nouveau perp qui pourra arriver sur Solana ou une blockchain un petit peu hype, mais il n'y a pas grand-chose à part Solana, ou bien de prendre le pari de miser sur Hyperliquid qui veut sortir sa propre blockchain qui aurait vocation d'être extrêmement rapide pour faire du trading. Parce qu'aujourd'hui, mis à part le côté réserve de valeur, si on veut aller sur la partie altcoin, souvenez-vous, on avait regardé les différents revenus qui étaient faits par les blockchains et vous aviez vu à quel point c'était catastrophique. Et ça n'a pas changé. Hein. J'ai refait les stats du coup pour, pour le webinaire. On est toujours sur des blockchains qui sont valorisées quelques milliards. Donc, j'aime bien faire ce rapport puisque la plupart de ces blockchains du style Polkadot que vous pouvez retrouver sur IG est valorisé à peu près pareil que Accor Hotel. Et Accor Hotel, du coup, c'est des milliards de chiffre d'affaires. Quand vous regardez le chiffre d'affaires de Polkadot, c'est environ 20 à 30 000 $. Et ça, comme c'est décentralisé, vous pouvez le vérifier vous-même. Du coup, il y a très très peu de valeur. En tout cas, le marché ne va pas chercher la blockchain pour construire de la tech qui n'a rien à voir avec le trading. Globalement, comme vous voyez sur les volumes qui sont faits, tout le monde s'en fout. En revanche, dès qu'il y a du trading, et on parlait de qu'est-ce que vont devenir à terme tous ces exchanges, moi je pense que on a vu, là, quand on a vu tous les actifs, je pense qu'à terme, tous les exchanges, enfin, que ce soit IG, les Binance et tout, vont se mettre à tokeniser leurs actifs et on aura l'ensemble des actifs sur tous les exchanges. Et c'est ça qu'il faut un petit peu regarder sur la crypto. La valeur, elle est créée principalement par le trading. Et donc, du coup, tout ce qui fait du trading a tendance à prendre de la valeur. Super, merci Benjamin. Maëva, je te peut-être le mot de la fin si tu as des Parfait. Eh ben, questions écoutez, peut-être. merci à tous les deux. C'est peut-être le moment de poser les questions si vous en avez. En tout cas, un petit mot rapide sur IG. Si tu peux afficher d'ailleurs l'avis Trustpilot, la page d'avis Trustpilot. Si certains d'entre vous sont déjà clients, sachez qu'on cherche régulièrement des avis de nos clients pour nous aider à nous démarquer justement du reste des brokers. Vous avez pu avoir la chance d'avoir peut-être François, Nicolas au téléphone ou même notre service client. C'est quelque chose qui se fait très peu chez les brokers en ligne. Donc
vraiment, aidez-nous à mettre en valeur cette qualité de service client. Il vous suffit de scanner le QR code avec votre smartphone, ça fonctionne très bien. Et puis comme ça, vous pouvez nous laisser un avis. On enchaîne juste sur la prochaine slide avec l'ensemble des contenus que vous trouvez à votre disposition. Énormément de contenus pédagogiques, des formations qui ont lieu toutes les semaines, les émissions également en live d'Alexandre Baradez et bien sûr les replays des webinaires comme ceux auxquels vous avez pu assister ce soir. Donc pareil, vous scannez très simplement et puis vous aurez accès à vraiment une mine d'or d'informations. Merci à tous les deux pour ce webinaire. À bientôt pour les nouveaux clients. Et puis pour les clients existants, surtout n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Je vous ai envoyé mon email tout à l'heure et au plaisir de pouvoir vous retrouver très prochainement. Bonne soirée. Bonne soirée à Bonne tous. soirée. Merci. On se retrouve normalement dans 2 semaines pour le prochain webinaire et ce sera un petit peu le bilan sur les stratégies qu'on a construites ensemble et je vais construire un portefeuille spécial 2026 pour vous sur IG. Exactement, et ce sera début octobre. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.